Merci beaucoup d'être présent à ce premier cycle de webinaire Jenny qu'on organise pour la diffusion des premiers résultats de Jenny, que vous voyez ici sous forme de vidéo. Mais on y reviendra un petit peu après sur un jumeau numérique particulier aujourd'hui qui sera présenté par Cyril Baudouin, donc aussi bien sur la technique et comment le jumeau numérique a été développé que sur l'utilisation de ce jumeau numérique dans des séquences pédagogiques liées à la forge, puisque nos collègues du campus de l'ENSAM de Metz sont spécialistes de la forge. Le CNAM, si je pars de la droite, le CESI, Arts et Métiers en tant que partenaire académique, et le CEA qui nous a permis et qui nous a aidé dans le développement d'un certain nombre de jumeaux numériques. Ce projet Jenny, vous le verrez sur la dernière planche, a été financé dans le cadre de l'appel à projet DEMO-ES, démonstrateur de l'enseignement supérieur, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Donc, on va essayer de tenir le timing, donc 15 minutes où je vais faire moi une présentation assez globale du projet Jenny, avec une introduction de ces jumeaux numériques et surtout comment on va utiliser ou comment on peut utiliser et de voir tout l'intérêt d'utiliser ces jumeaux numériques dans des dispositifs pédagogiques. Un jumeau numérique étant un dispositif, comme peuvent l'être d'autres dispositifs que je présenterai un petit peu après. Cyril reprendra la main pour faire une démonstration et une illustration pédagogique du jumeau numérique de la plateforme Vulcain, la plateforme de forge du campus ENSAM de Metz. Et les dernières 15 minutes, ce seront des échanges et des questions. Jenny, c'est donc, comme je l'ai expliqué, un projet qui est en réponse à l'appel à projet démonstrateur de l'enseignement supérieur qui a été lancé par l'Agence nationale de la recherche. Jenny, jumeau d'enseignement numérique immersif, interactif. Jenny, je reviendrai après sur cet acronyme-là parce que vous verrez que j'ai repris ces différents mots-clés de l'acronyme pour montrer tout l'avantage et tout l'intérêt qu'on peut bénéficier, qu'on peut retirer de ces jumeaux numériques dans les scénarios pédagogiques. Donc, Véronique Favier, qui est de l'ENSAM et responsable scientifique, Sébastien Fernandez de l'ENSAM, qui est le chef de projet, et on a 4 lots de travail. Donc, le Work Package 1, le lot de travail 1, qui est piloté par Solveig Fernagu du CESI, sur la partie plutôt apprentissage, comment j'apprends et comment j'enseigne avec un jumeau numérique. Ça a fait l'objet d'un livre blanc qui est disponible sur le site web dans sa version 1 et qui devra être upgradé dans la version 2 cette année. Claude Andriot du CEA, qui est responsable du lot de développement des jumeaux numériques, le lot 2. Anaïs Texier, qui est du CNAM et qui pilote le Work Package 3 sur l'ergonomie des jumeaux numériques. Et personnellement, donc le NetRocool, j'anime et je pilote le Work Package 4 sur la diffusion et la pérennisation des jumeaux numériques. L'idée de départ, pas très compliquée, allier les nouvelles générations qui sont aujourd'hui nées dans le numérique avec des logiciels, avec des matériels numériques. Et puis, le monde industriel, puisqu'on forme aussi bien au CESI, au CNAM et à l'ENSAM des ingénieurs pour l'industrie de demain. Donc, il faut qu'on allie en fait ces deux mondes pour former aux jumeaux numériques, c'est-à-dire finalement potentiellement comment on fait, comment on conçoit, comment on développe un jumeau numérique, et former via le jumeau numérique ou via les jumeaux numériques, quel intérêt d'utiliser ce jumeau numérique comme un nouveau environnement pédagogique, un nouveau environnement d'apprentissage, en tirant le bénéfice de sa technologie, entre autres, et on y reviendra un petit peu après, l'aspect immersif, l'aspect interactif, et potentiellement soit accélérer et utiliser pour des acquis d'apprentissage visés actuels, soit pour enrichir aussi les syllabies de nos formations et montrer des nouveaux acquis d'apprentissage qu'on peut enseigner à travers ce jumeau numérique. Donc, allier la nouvelle génération pour les engager dans nos formations. On sait tous qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'engager un certain nombre de nos étudiants dans des cours, je veux dire, un peu plus classiques. Donc, les engager différemment par la technologie et par ces jumeaux numériques. Alors, qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Un jumeau numérique permet de reproduire virtuellement et d'appairer et de s'appairer à un objet physique, un processus ou un système complexe. Ça, c'est des objets, d'accord? Donc, c'est bien de le reproduire virtuellement et d'en faire un couplage, un appairage, un jumeau, d'accord? Et pour ça, on a quatre briques fondamentales.
Bien sûr, une grille de connectivité. Alors, vous verrez que tous les jumeaux qui ont été développés dans le cadre de Genie ou qui sont développés dans le cadre de Genie, finalement, sont associés à des plateformes réelles qui existent chez un des partenaires. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on retrouve fondamentalement des plateformes qui existent. D'accord? Sinon, la notion de jumeau numérique n'a pas de sens. De l'autre côté, ici, on va avoir des environnements d'interaction, jumeaux d'enseignement numérique immersif interactif, donc des environnements d'interaction, soit immersifs, soit en mode bureau, desktop, suivant les différents jumeaux numériques qui ont été développés. Donc, on a bien sûr une couche de connectivité à gauche, une couche d'interaction à droite, et au milieu, on va avoir une ou plusieurs représentations, d'accord? CAO, mais ça peut être aussi des modèles d'analyse, des courbes, pas forcément que CAO, d'accord, qui permettent de digitaliser le système d'études, hein, donc comme je l'ai expliqué ici, un objet physique, un processus ou un système complexe. Et puis, le niveau 2 qui a été nommé ici physicalisation, c'est-à-dire comment on va pouvoir calculer, reproduire, analyser des résultats de manière assez rapide, puisque dans l'interaction du jumeau numérique, hein, dans l'interaction, il faut que les calculs soient faits assez rapidement. Donc, Cyril vous donnera un bel exemple de comment c'est fait sur le campus de Metz pour interagir rapidement, changer des paramètres et voir les résultats en temps réel dans l'environnement immersif. Donc voilà les 4 briques fondamentales du jumeau numérique. Alors pour les puristes qui sont dans la salle ou en distanciel, vous verrez que il n'y a pas aujourd'hui de jumeaux numériques à 100%, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont beaucoup de connectivité, donc avec les plateformes existantes. On y reviendra pas forcément aujourd'hui, mais avec nos collègues de Cluny, si on fait un webinaire avec nos collègues de Cluny sur l'usinage. D'autres qui ont de la physicalisation, d'autres qui ont beaucoup plus d'interaction immersive. Donc voilà, aujourd'hui, on avance. Un jumeau numérique totalement complet aujourd'hui, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément tous les jumeaux numériques qui adressent l'ensemble de ces briques-là. Donc dans le Genie, on a 14 jumeaux numériques qui sont développés. Alors je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais qui peuvent toucher des procédés de fabrication, forge, usinage, fonderie, déroulement de bois sur le campus de Cluny, des laboratoires qui sont un peu plus grand public, hein, développés au CNAM, entre autres, laboratoire de chimie, une voiture pour faire de la mobilité électrique, un avion léger pour faire de l'aérodynamique, et après des choses qui sont dans d'autres domaines, moins des procédés de fabrication, mais d'autres domaines comme l'énergétique, où on voit un jumeau numérique à l'ENSAM sur le turbomachine, et puis des choses autour des centrales nucléaires qui sont développées au CNAM. Et au CESI, on va retrouver des procédés de fabrication, entre autres les procédés de fabrication additive métallique. En parallèle, donc aujourd'hui on parle beaucoup de jumeaux numériques, en parallèle du jumeau numérique, dans le Genie, on développe un campus immersif, ce qu'on appelait métaverse à une époque, mais on n'a plus le droit d'appeler ça métaverse. Donc on appelle ça un campus immersif, ou un campus virtuel, donc qui serait en fait un environnement complémentaire aux plateformes de Learning Management System actuelles, hein, dans lequel l'étudiant pourrait se promener, l'étudiant et l'enseignant pourraient se promener de manière collaborative pour faire des activités, se retrouver, voilà, échanger dans des médias qui seraient ici pour le campus virtuel, mais totalement web, donc avec des technologies web, donc soit en mode desktop, soit en mode téléphone portable, mobile, et puis à gauche, donc là, les jumeaux numériques, comme je l'ai expliqué, soit en mode immersif pour l'interaction, soit en mode bureau. Encore une fois, si vous avez des questions, gardez-les, puis je pourrai y revenir, j'y reviendrai un peu après. Alors, comment on va utiliser, quel est l'intérêt d'utiliser ces jumeaux numériques dans un continuum d'environnement et de dispositifs pédagogiques? C'est bien l'idée de prendre ça pour pas qu'on croit ou qu'on imagine que le jumeau numérique va tout remplacer. Le jumeau numérique, finalement, n'est qu'une évolution de ce que vous faites implicitement depuis très longtemps quand vous enseignez, c'est finalement faire évoluer les dispositifs pédagogiques en intégrant des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre, comme je l'ai expliqué, soit d'augmenter les syllabes, de mettre d'autres acquis d'apprentissage visés dans les formations, soit de les coupler dans des dispositifs assez classiques pour tirer bénéfice dans ces acquis d'apprentissage visés du jumeau numérique. Donc ici, j'ai mis des choses assez classiques pour vous expliquer qu'en fait, on ne réinvente pas tout, puisque finalement, ce continuum physique numérique, vous l'avez déjà exploité, vous l'utilisez déjà, vous avez déjà travaillé dans des amphithéâtres, dans des salles de cours assez classiques, dans des amphithéâtres un peu évolués, et puis
vous avez fait des TP et puis vous avez utilisé des simulations numériques ou des outils numériques. À l'ENSAM, on parle beaucoup de 3D expérience. Quand on fait de la forge, de la fonderie, de l'usinage, on utilise d'autres logiciels aujourd'hui qui font que vous naviguez déjà dans ce continuum de dispositifs pédagogiques depuis très longtemps. D'accord? Et puis finalement, si vous faites ça, vous vous apercevrez assez rapidement que chacun de ces dispositifs pédagogiques a son intérêt. Vous n'allez pas faire la même chose quand vous êtes en TP que quand vous êtes en cours magistral dans un amphithéâtre ou quand vous simulez quelque chose avec un logiciel de simulation de la fonderie. D'accord? C'est pas que vous faites plus les mêmes choses, c'est que vous faites pas les mêmes choses. C'est une complémentarité, un continuum entre ces différents dispositifs. Quand on n'avait pas de simulation numérique, on faisait que des TP physiques. On a la simulation numérique, tout ce qui fonde l'enseignement aujourd'hui sur les procédés de fabrication, je suis assez convaincu que vous utilisez tous une complémentarité entre des TP physiques et des outils de simulation numérique. Donc finalement, ce continuum, vous le traitez et vous le manipulez depuis très longtemps. On va juste, et puis finalement, on s'aperçoit que dans chaque situation, chaque intérêt, des acquis d'apprentissage visés différents, des séquences pédagogiques, on ne touche pas le même public. Moi, quand on me dit, Lionel, arrête de faire des cours magistraux, j'arrête pas de faire des cours magistraux. Le cours magistral est un environnement où on permet de toucher une promotion entière, 75 ou 150 étudiants en même temps. Je ne fais pas la même chose en TP ou en TD. Donc, on utilise les bénéfices de chacun des environnements en fonction de ce que l'on veut enseigner des acquis d'apprentissage. Et chacun a ses avantages. On peut échanger différemment, plus facilement quand on est un petit groupe, quand on est dans un amphithéâtre. Par contre, je peux passer le même message à tout le monde dans un amphithéâtre, ce qui est difficile, ou en tout cas ce qui est répété si je le répète dans mes 6 groupes, d'accord. Dans un amphithéâtre, je ne peux pas faire, d'accord. Dans un TP, je fais, d'accord. Donc, on utilise des dispositifs et des environnements pédagogiques différents en fonction de ce qu'on veut faire. Ça, finalement, on le fait déjà. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est juste, on va compléter ce continuum en rajoutant ici les jumeaux numériques et potentiellement le campus virtuel qui est ici. On fera sûrement un webinaire spécifique sur le campus virtuel, mais aujourd'hui, on adresse le jumeau numérique. Et la question qu'il faut vous poser, c'est les mêmes que celles que vous vous posez depuis longtemps. Quel acquis d'apprentissage visé je veux enseigner, je veux donner à mes étudiants, et en quoi ce jumeau numérique peut me permettre de le faire mieux ou différemment des autres environnements pédagogiques ou en complémentarité avec d'autres environnements pédagogiques. Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris les gains générés par cet environnement, pardon. Et si je reprends les acronymes de Jenny, donc le jumeau, ça permet de faire des calculs rapides et un appairage entre le réel et le virtuel, ce que ne fait pas un outil de simulation numérique classique, ce que vous ne faites pas dans un TP physique. Le numérique permet de massifier, c'est-à-dire de massifier, de répéter, d'individualiser. Un étudiant peut répéter, peut passer plusieurs fois dans le jumeau numérique, il ne passera pas 15 fois dans un TP physique. D'accord? On peut engager les étudiants en autonomie, cette histoire d'allier les générations nouvelles avec le numérique. D'accord? On peut sécuriser des dangers, c'est-à-dire qu'on peut présenter un atelier de forge ou de fonderie ou d'usinage sans que ce soit obligé de dire aux étudiants, fais attention, ne touche pas, etc., etc. On perd finalement du temps pour présenter ça. On peut voir l'invisible pour comprendre des phénomènes, ce qu'on ne voit pas en physique. On n'a pas d'œil bionique qui nous permet de voir à l'intérieur d'une pièce de fonderie ou de forge. On verra comment Cyril nous présentera des cartes de température sur les pièces qui sont forgées. L'immersif, c'est de l'échelle 1. Ça permet de voir de l'ergonomie des postes de travail, des situations de travail. On peut s'immerger dans du bruit, dans des environnements, ce qu'on ne peut pas faire quand on est dans un TD ou dans un amphithéâtre. Et puis c'est interactif, on peut apprendre des procédures avec des gestes, on peut les répéter, on peut assurer l'inclusivité des apprenants, on peut paramétrer des procédés et voir leurs impacts. Voilà. On peut tirer profit en fait de ces dispositifs qui sont ici, donc encore une fois je le rappelle, complémentaires à ceux qu'on utilise déjà depuis longtemps. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais à peu près 15 minutes, je pense, vu qu'on a démarré un peu en retard. Donc je vais laisser la parole à Cyril. Cyril, du coup, je vais néanmoins garder mon micro ouvert pour interagir avec toi. Donc Cyril Baudouin, qui est une collègue maître de conférence sur le campus ENSAM de Metz, et sur lequel ils ont une vraie plateforme de forge qui s'appelle Vulcain, et qui est une vraie plateforme industrielle, et qu'ils ont numérisé pour en faire un vrai jumeau numérique. Moi, je vais m'équiper, je vais mettre mon casque et des manettes, et puis on va pouvoir présenter tout ça. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va faire une présentation à 4 mains. Lionel ou Didier, je ne sais pas, va faire
l'étudiant et je vais commenter ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc Vulcain, donc sur le campus de Metz, c'est le nom qu'on a donné à la plateforme de mise en forme des matériaux du nom du dieu de la forge. Donc Lionel vient de rentrer dans l'atelier de mise en forme de Metz. Donc vous voyez, hein, équipé de plusieurs presses. Une presse à vis qui est en bleu, presse hydraulique derrière qui est en vert. Donc là, on a l'armoire des équipements de protection individuelle. Donc voilà, c'est en cours de développement, donc il y a encore quelques imperfections. Il est prévu à terme que sans équipement minimal, on ne puisse pas franchir la ligne jaune et donc ne pas faire une opération potentiellement dangereuse sans être équipé. Alors, pour l'instant, on peut encore franchir la ligne jaune, mais ça ne saurait tarder que ce ne soit plus autorisé. Donc, avec l'équipement de sécurité, maintenant, en toute rigueur, Lionel a allumé le four avant la démonstration. Je l'ai allumé, ouais. Il est normalement allumé, là, on le voit. Voilà. Donc, tu vas pouvoir prendre un lopin avec la pince. Je vais fermer le four pour pas que ça chauffe l'extérieur, déjà, c'est pas mal. Donc, avec une pince, on peut faire prendre un lopin. Donc là, maintenant, il fallait que j'ouvre le four. Alors c'est pareil, c'est des opérations que normalement dans le jumeau physique on fait à deux, il y a une personne qui ouvre le four, l'autre qui manipule le lopin. Donc pour l'instant on n'a encore pas la possibilité de faire du multijoueur, mais ça va venir. Donc un autre avantage du jumeau numérique, hein, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre les temps là, pour chauffer un lopin comme ça, il nous faudrait une vingtaine de minutes. Alors là on a des chronomètres sur lequel on peut accélérer les temps. Voilà, là, il est chaud, tu peux le récupérer, le mettre sous la presse. Donc là, on a tout à l'heure, Lionel parlait de cartographie de température. Là, on a une température homogène. Hein, on est à 950 degrés. On va poser ce lopin sur le taplan et réaliser une opération de refoulement, donc un écrasement du lopin. Alors l'avantage du jumeau numérique, c'est qu'on peut voir l'intérieur de la machine, hein, donc des choses qu'on ne voit pas en vrai. Donc si Lionel clique sur l'icône devant lui, ça nous permet de visualiser de toute la cinématique de la presse. Si tu peux lever un peu les yeux, Lionel, on n'a pas vu le haut. Voilà, donc on voit toute la cinématique de la presse. Hein. Donc quand on parle de presse à vis, on voit la vis et l'écrou. Et puis donc ensuite on peut forger et on voit toute cette dynamique de la machine pendant qu'on est en forgeage. Donc avec cette première opération qu'on vient de montrer là, eh bien on voit un certain nombre de choses dans les machines. On découvre le processus de forge, hein, il faut chauffer une pièce et puis apporter une quantité d'énergie pour la déformer. Et puis en résultat, on voit la pièce déformée et on voit un champ de température. Donc une autre opération qui a été mise en place là, c'est que donc là on va pouvoir travailler éventuellement sans la pince puisqu'on va faire de la déformation à froid. On est sur des lopins en cuivre et tout à l'heure Lionel parlait de la simulation numérique qui prend un petit peu de temps pour générer soit un champ de température, soit une déformation, etc. Donc là, grâce au travail d'un doctorant, David, qui doit être connecté, on a développé ce qu'on appelle des modèles réduits. Donc là, Lionel peut faire varier comme il le souhaite le diamètre et la hauteur du lopin. Choisir les dimensions qui l'intéressent. Prendre son lopin, alors c'est une opération sur du cuivre, hein, c'est pour ça que le lopin il est légèrement rouge. Et puis, donc on va amener ça sur le même outil qui est sur la presse.
On peut modifier éventuellement la consigne d'énergie. Bon, là, on va la laisser parce que c'est de tenir le temps. Et quand on va mettre en forme la pièce, eh bien, on a instantanément la déformation et le champ de température. Donc tout ça, ça a été préparé en amont à travers un réseau de neurones qui nous permet d'avoir le résultat immédiat. Donc il y a un certain nombre d'apprentissages qui ont été faits sur des simulations numériques similaires à celles que vous venez de voir. Et donc, grâce à cet apprentissage, le réseau de neurones est capable de recalculer déformation, géométrie, champ de température instantanément. Donc là, on va faire l'inverse, on va prendre un tout petit lopin. Alors, un tout petit lopin, donc on ne va pas changer l'énergie, comme ça vous allez voir la différence par rapport au plus gros lopin tout à l'heure. Hein. Donc vous avez vu une déformation, on va dire, modérée, et là, comme c'est un tout petit lopin avec la même quantité d'énergie, normalement, il va être beaucoup plus écrasé. On devrait avoir une galette toute fine. Donc en effet, on a une galette plus fine. Donc voilà la galette. Voilà, avec un champ de température qui est beaucoup plus intense, puisqu'il y a plus de déformation, ça va apporter plus de chaleur, hein, plus de déformation, plus d'apport de chaleur, et donc on a une pièce plus chaude. Du coup, là, vous allez voir les deux lopins, hein, comme disait Cyril, mais on peut simuler. On peut simuler, donc on a fait deux simulations avec deux paramétries différentes, comme disait Cyril, avec les réseaux de neurones, et on voit, je ne sais pas si vous le voyez correctement, là, si c'est à la hauteur des yeux, là. Donc là, on voit les champs de température sur les deux paramétries. Là, c'était à droite, ici, c'est le petit lopin, avec la même énergie, comme disait Cyril. Vous voyez, on a une galette, hein, avec une forte température, et puis le lopin le maximum, c'est du cuivre, c'est ça, Cyril, tu disais? C'est du cuivre, oui. Donc là, à gauche, je vois la température différente. Donc on peut faire jouer à l'étudiant des différentes paramétries et voir l'impact que ça a sur la pièce finale. Donc en fait, avec cet outil de jumeaux numériques, on a fait un groupe de travail avec quelques enseignants de lycée autour de Metz, là, Metz et Nancy, pour travailler sur l'usage de ce jumeau numérique. Le scénario qui a été retenu, c'est un travail autour des bilans énergétiques en forge. Alors pourquoi ce travail autour du bilan énergétique? Pour pouvoir avoir une diffusion vers les lycées, puisque c'est aussi un des enjeux qu'avait demandé le ministère en subventionnant ce projet, c'est-à-dire d'avoir un ruissellement vers le secondaire. Donc, on sait très bien que dans le secondaire, ils ne font pas forcément de forge, de fonderie, d'usinage, donc on a essayé de trouver un scénario qui soit un petit peu universel pour pouvoir ruisseler vers les lycées. Donc avec ce groupe de travail, le scénario qui a été établi, c'est le suivant. Donc c'est de donner du contexte à un certain nombre d'activités autour de l'énergie. Donc les flux d'énergie sont au programme de lycée, voire même de collège. Donc l'idée, c'est de mettre un petit peu en contexte, expliquer aux étudiants ce que c'est que la forge, d'expliquer la différence entre la force, l'énergie, la puissance. Et puis à l'intérieur du jumeau numérique, on va faire ce que vient de faire Lionel, écraser un gros lopin ou un petit lopin, et essayer d'analyser ça avec les étudiants pour dire avec la même quantité d'énergie, je déforme plus ou moins. On va pouvoir aussi évaluer à partir d'une courbe effort-déplacement l'énergie qui a vraiment été transformée en déformation plastique, et donc en complémentarité, l'énergie qui va être dissipée dans le bâti, hein, puisque toute l'énergie ne passe pas dans la déformation du lopin, il y a une partie qui va se transmettre dans le bâti, c'est pour ça que le bâti se met à vibrer, c'est pour ça qu'il y a du bruit dans l'atelier. Et donc, on va pouvoir faire réfléchir les élèves sur, si j'ai une galette toute plate, j'ai plus beaucoup de déformation et donc je vais avoir plus d'énergie qui va passer dans le bâti.
Si à l'inverse, j'ai un lopin plus élancé, je vais avoir plus d'énergie qui va passer dans le lopin et un peu moins dans le bâti, et arriver vers des notions de rendement et de faire réfléchir les étudiants sur la quantité d'énergie que je mets au départ et celle que je récupère de manière utile à la fin. On peut même aller vers une réflexion où pour forger une pièce, on va faire plusieurs coups sur la même pièce, on va forger en faisant 2, 3, 4 coups, et là on va voir normalement que coup après coup, eh bien, le rendement, l'efficience de chaque coup va diminuer au fur et à mesure de l'écrasement. Voilà un petit peu ce qu'on imagine, et puis donc on développe ce scénario avec des briques qui sont le plus indépendantes possible, parce que on imagine par exemple que en lycée, un collègue de mathématiques ou d'informatique pourrait utiliser le jumeau sans comprendre comment marche la machine, mais juste pour donner du contexte, et à partir de la courbe effort déplacement, on fait de l'intégration numérique pour calculer une surface sous une courbe. À l'inverse, un prof de prépa PT, il sera peut-être plus intéressé par la technologie, la cinématique de la machine, et donc on passera un peu plus de temps sur l'intérieur, les schémas cinématiques, la visualisation de ce qu'on ne peut pas voir en vrai, donc la cinématique de la machine. Chaque prof pourra construire son scénario comme il l'entend, en insistant plus sur un point, plus sur un autre. Donc on essaye de faire des choses qui sont fractionnables. Et puis on ne se focalise pas sur un type de support, hein. Donc on a des supports sous forme exercice, PowerPoint, Word, comme vous connaissez déjà, mais aussi des capsules vidéo, des quiz interactifs. On essaye de varier pour essayer d'être le plus attractif possible pour les étudiants. Et donc on fait tout ça avec l'appui de la junior entreprise de l'ENSAM, parce qu'il nous a semblé intéressant aussi d'avoir le point de vue de nos élèves ingénieurs qui ont déjà pratiqué sur l'environnement physique et à qui il leur reste un certain nombre de questions. Ouais, j'ai pas bien compris cette partie-là, j'ai pas bien vu cette partie-là. Et donc s'appuyer sur le jumeau numérique pour essayer de montrer apporter des compléments sur ce que les étudiants n'ont pas complètement compris du premier coup en faisant un TP ou en faisant le cours magistral. Voilà, j'ai terminé pour ces explications. Alors je vais déjà répondre aux deux premières questions. Question de Laurent, y a-t-il eu des mesures pour confirmer les résultats? Oui, donc ça c'est tout le travail de David, hein. Il y a eu un travail conséquent dans le cadre de sa thèse pour vérifier que le résultat du réseau de neurones coïncide avec ce qui se passe dans la réalité. Alors voilà, donc moyennant un certain nombre d'hypothèses, hein, faut pas changer la lubrification. Voilà, sur les 3 paramètres que vous avez vus en démonstration, le diamètre, la hauteur, l'énergie, ça fonctionne plutôt très bien. Ensuite, la question de Julien sur l'approche en énergie, est-ce qu'on prend l'énergie thermique? Non, on commence à l'énergie, on regarde surtout l'énergie de déformation plastique, hein, donc l'énergie qu'on apporte. Alors même l'énergie électrique de la machine, pour l'instant, on ne la prend pas encore en compte. On regarde l'énergie cinétique qui est générée par le rotor, et puis ensuite on regarde comment cette énergie cinétique de rotation transforme en énergie cinétique de translation avec un petit peu de perte, et puis ensuite l'énergie cinétique de translation qui est transformée en énergie déformation plastique d'un côté, et puis toutes les énergies perdues, que ce soit par déformation élastique dans le bâti, les énergies perdues dans les frottements, et puis dans l'amortissement pour revenir à l'état d'équilibre. Oui, la notion de jumérique, comme disait Lionel, il faut un jumeau physique et un jumeau numérique, sinon il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, pour pouvoir faire communiquer les deux
il y a un certain nombre de prérequis. Il faut des systèmes de communication qui soient très rapides et très performants. Et puis, il faut un certain nombre de modèles qui permettent, à partir d'entrées de capteurs qui sont sur le jumeau physique, que ces modèles soient capables de recalculer très vite pour pouvoir avoir une estimation de ce qui se passe en vrai. Voilà. Alors, et puis, au fur et à mesure, tout ça est recalé par d'autres capteurs. Et puis, l'avantage des jumeaux numériques, c'est qu'on peut les utiliser de manière synchrone, c'est-à-dire connectés avec le jumeau physique. On peut aussi travailler en mode asynchrone sans être connecté, mais avec cette boucle de vérification sur le réel qui n'est pas forcément intégrée. Donc on sera un petit peu moins précis du moment qu'on est en asynchrone. Voilà. Donc nous sur MES, on n'a pas encore trop travaillé sur l'échange et la communication entre le jumeau physique et le jumeau numérique. Quand vous verrez la présentation de la plateforme Usinage, développée par les collègues de Cluny, là, eux ont travaillé beaucoup plus sur l'interaction entre le physique et le numérique. J'ai une question à Aix-en-Provence, Jean-Philippe. Vas-y, laisse appuyer. Ouais. Ok, je reste appuyé, vous m'entendez à distance? Oui. Alors en fait, la question, elle est un petit peu dans la même direction que celle qui vient d'être posée par écrit, là, à savoir ce lien avec le jumeau physique, parce que là, finalement, on s'aperçoit que déjà, rien que sur le jumeau numérique, il y a énormément de scénarios qui peuvent être adressés dans le cadre de la formation. Les scénarios que vous envisagez, là, c'est numérique, on va dire. Et du coup, je me pose la question, voilà, avec les mêmes systèmes, parce que là, on voit par exemple Lionel avec son casque. J'essaie de m'imaginer, ce serait quoi les scénarios où on aurait à la fois Lionel avec son casque là et la machine réelle, avec tous les problèmes que tu as soulevés, Cyril, de communication entre les deux, jumeau numérique et jumeau physique, mais ça donnerait quoi en fait comme scénario? Si vous aviez cette communication dans les deux sens, qu'est-ce que vous aimeriez faire en fait entre le physique et le numérique, avec le casque sur la tête de Lionel et la machine réelle qui tourne, qui vibre vraiment, peut-être, je sais pas. Voilà. Alors, un exemple tout simple. On va parler donc pour mesurer l'énergie qui a vraiment été l'énergie de déformation plastique, qui a permis la déformation du lopin. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur le réseau de neurones qui, en plus de vous afficher la cartographie de température et la géométrie, nous permet de récupérer une courbe de l'effort en fonction du déplacement. Cette courbe-là, finalement, comme elle est apprise à partir d'un certain nombre de simulations numériques qui ont été réalisées au préalable dans un domaine restreint, on ne peut pas faire tous les lopins, toutes les dimensions de lopins qu'on pourrait imaginer, on est obligé de borner l'étude. Eh bien, déjà, ça nous permettrait peut-être de sortir de l'étude si on était avec une connexion au réel. Et puis surtout, au lieu d'avoir une courbe un peu idéalisée issue de la simulation numérique, on pourrait avoir une vraie courbe avec tous les aléas qu'on connaît sur les capteurs, avec du bruit, avec de la vibration, et donc avoir des étapes supplémentaires à intégrer dans l'analyse, notamment le filtrage du signal, voilà, des choses comme ça. Et puis les modèles numériques qu'on fait, ils prennent pas en compte forcément tous les phénomènes. On essaye d'en intégrer le maximum, mais voilà, on aura un petit écart entre le réel et le numérique, donc pourrait aussi faire partie de l'analyse complémentaire qu'on pourrait avoir entre le jumeau physique et le jumeau numérique. Effectivement, je pense que tous ces scénarios, ils restent un petit peu effectivement à définir, parce que dans ce cas-là que tu viens d'évoquer, peut-être que ce serait pas utile d'avoir le casque. J'imagine qu'il y a toutes les combinaisons en fait qui doivent être un peu possibles.
Il y a énormément de combinaisons. Le jumeau numérique sur la forge, il est aussi développé en mode laptop ou clavier-souris. Donc, on peut se déplacer, voilà, comme les jeunes font dans les jeux vidéo, avec un clavier, une souris, sans forcément avoir tout l'équipement réalité virtuelle. Et ça fonctionne aussi. Donc oui, les possibilités sont énormes. Voilà. La difficulté, en fait, elle est un petit peu là, c'est que le développement de l'outil informatique, jumeau numérique, il évolue en fonction des premiers scénarios qu'on imagine. Et puis, on essaye à chaque fois de faire en sorte que ce qui est développé soit universel pour s'adapter à d'autres scénarios, mais comme on ne connaît pas tous les scénarios au préalable, il y aura probablement du développement à faire au fur et à mesure. Ça, c'est un truc qui est, je pense, assez important. Au même titre qu'on achète un logiciel ou une machine outil, qu'on achète un peu clairement, il faut que l'enseignant s'adapte pour définir le scénario pédagogique. Mais l'avantage qu'on a avec les jumeaux numériques qu'on a développés, et entre autres à l'ENSAM, et donc on a la main sur le développement, mais on peut faire évoluer les fonctionnalités du jumeau numérique en fonction de nouveaux scénarios qu'on aurait à mettre en place, ce qu'on ne peut pas faire avec un logiciel qu'on achète chez un éditeur dont on ne maîtrise pas les développements. Je vois pas forcément les mains levées. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y a d'autres questions sur le chat, là, sur la fabrication additive, le site du CESI qui pilote ce jumeau-là, j'ai un doute. C'est Hugues Delalin, donc à Rouen. À Rouen, c'est bien ça. Je ne sais pas si Hugues est là ou s'il y a des gens du CESI, mais c'est Rouen pour moi. C'est Rouen. Une question d'Alex Balu sur... alors, quelle technologie informatique? Donc, nous, on travaille beaucoup avec Unity. Durée de développement, eh bien, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on développe le jumeau. Combien de personnes? Donc, nous, sur Metz, on a eu un ingénieur qui a travaillé pendant 8 mois sur la modélisation des machines, un doctorant, donc arrivé à la fin, donc sur tout ce qui est modèle réduit, donc 3 ans. Et puis après, sur les collègues de Laval qui ont fait toute la partie rendu réaliste, infographie, implantation des modèles dynamiques. Alors là, je maîtrise moins bien la part de Laval, mais c'est 2-3 personnes. Alors en équivalent temps plein, ça doit être l'équivalent de 12 mois. Donc oui, il faut compter 2 ans plus un doctorant pour arriver au résultat que vous avez vu là, avec des coûts. Voilà, les coûts, c'est 2 ans d'ingénieur plus le coût d'une thèse. Alors après, ça c'est pour le premier noyau où il y a eu beaucoup de développement sur la modélisation des machines, où on ne s'est pas contenté de modéliser la machine vue de l'extérieur, mais on est allé un petit peu dans le détail des cinématiques des machines. Donc ça a pris un petit peu de temps. Dans la machine hydraulique, on voit les circuits hydrauliques, on voit les pompes, on voit où passe le fluide de tel endroit à tel endroit. Donc voilà. Et après, ça, ce sont des choses qui ne bougeront plus. Et on peut changer l'outillage, on peut changer la pièce sur laquelle on va travailler, mais la machine, c'est un gros travail qui maintenant est figé, qui ne bougera plus. Dans le cadre du projet Génie, je pense que peut-être que vous l'avez déjà prévu, d'évaluer l'impact en fait qu'ont ces technologies numériques, le jumeau numérique, sur la formation justement. À essayer un petit peu, je me tourne vers Lionel parce qu'on a travaillé un peu là-dessus en sujet de PJR, là, essayer de voir avec ou sans ces technologies-là, qu'est-ce que ça donne, en fait, quelle est la valeur ajoutée sur les élèves, est-ce qu'ils apprennent plus vite, mieux, est-ce qu'ils retiennent mieux, est-ce que voilà.
Mais j'imagine que voilà, c'est prévu dans Alors, le cadre de il y a Génie. déjà beaucoup d'expérimentations qui ont été faites là, cette année là, sur tous les campus des partenaires, hein, aussi bien le CNAM, le CESI que l'ENSAM. Donc, c'est dans le cadre à la fois du Board Package 1 et du Board Package 3. On n'a pas encore finalisé tous les résultats, mais voilà, il y a les expérimentations ont été faites, les premières en tout cas. Et après, à nous, sur chacun des campus, de progressivement le mettre aussi dans notre pédagogie et de faire évoluer tout ça, quoi. Vas-y, Julien. En fonderie, ça a été fait. Moi, le seul truc, c'est pas un reproche, mais c'est un constat. C'est-à-dire qu'on l'intègre dans la maquette pédagogique, mais forcément, malheureusement, au détriment de quelque chose. Parce que quand on a, par exemple, 7 fois 4 heures de TP, comme vient l'intégrer, on remplace quelque chose. Je dis c'est bien, mais il faut faire attention parce que c'est pas la réalité. Ce qui aurait été génial, mais je n'imagine pas possible, ce serait de leur rajouter en plus dans la maquette pédagogique et que ça devienne un outil à part entière, sans pénaliser les autres choses qui vont venir pour l'explication, par exemple, de la fonderie à Aix. C'est justement ça, c'est justement ça qu'il faut qu'on arrive à évaluer. Je pense que tu vois, typiquement, il y a certaines choses de la découverte, par exemple, de l'environnement de fonderie ou de forge, qu'on pourrait faire à l'étudiant de manière autonome dans le jumeau numérique, alors en mode immersif ou en mode clavier-souris, puisqu'il y a des modes aussi clavier-souris qui sont accessibles par tous les étudiants sur leur PC. Et là, du coup, ce temps-là, ce gain-là, c'est là où tu vas avoir le gain de l'enseignant, enfin du temps enseignant qui pourra être profitable pour après avoir plus de détails quand ils seront physiquement dans l'atelier. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à évaluer progressivement, même si on rajoute pas des heures, on a des gains par effet collatéraux du fait que quand on est en présentiel dans l'atelier, on n'a pas à faire découvrir ce qu'est un four, ce qu'est une presse, ils le savent déjà. Donc on se focalise un peu plus finement sur des paramétries, sur la physique des procédés, etc. Je pense que c'est un peu ça le gain. C'est entre autres de pouvoir faire il y a un aspect découverte, il y a un aspect répétition, il y a un aspect voir l'invisible, il y a tout ça qui fait qu'on ne peut pas le faire en physique. Et je pense que c'est pour ça que je parlais de continuum, de complémentarité. Mais en effet, il faut qu'on l'évalue, Mais au même titre on s'est beaucoup approprié des outils de simulation numérique. Hein. On fait, je ne sais pas si c'est QuickCast que vous utilisez ici en fonderie, Forge, Cyril, la Messe, ils utilisent le logiciel Forge pour faire de la forge. Voilà. On s'est tous approprié des logiciels de simulation. Il faut que progressivement on s'approprie ces nouveaux environnements. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit en distanciel, soit ici en présentiel? Si en distanciel, s'il y a des questions, levez la main ou prenez la parole. Bonjour. Oui, Rima, je crois, c'est ça? Oui, c'est moi. C'est juste pour savoir s'il y a une présentation sur le jumeau numérique de saisie de la fabrication additive métallique. S'il y aura une présentation, s'il vous plaît. L'idée, c'est qu'on fasse des webinaires un peu tournant entre les différents partenaires. Donc, oui, j'espère bien qu'on fera un webinaire sur le jumeau numérique de la fabrication additive au saisie. Je ne sais pas si ça sera le prochain ou celui d'après, mais on va essayer d'en faire comme ça sur des formats très courts régulièrement. Merci. Donc, j'ai noté pour la deuxième fois un intérêt fort pour la fabrication additive au saisie. Donc, on fera peut-être ça la fois prochaine. Lysandre. Moi, j'avais une question sur la formation des professeurs, parce que c'est un nouvel outil qui est plein de potentiel, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'outils avec beaucoup de potentiel qui sont pas bien utilisés, ou pas du tout, parce que les professeurs sont pas formés. Du coup, comment est-ce que vous intégrez toutes ces problématiques au projet? Est-ce qu'actuellement, c'est un sujet qui est déjà avancé ou ça viendra plus tard? Oui, je ne sais pas si Solveig est connecté ou pas, mais dans le lot de travail numéro 1, c'est bien enseigner et apprendre avec un jumeau numérique. Donc, il y a bien les deux côtés, hein, comment les enseignants s'approprient sur la partie acquis d'apprentissage, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer du jumeau numérique, comment apprendre à apprendre, hein, parce qu'il faut apprendre à manipuler ces jumeaux numériques, et le miroir avec des étudiants, donc comment apprendre et comment enseigner avec. Donc oui, c'est des discussions qu'on a, et c'est aussi des expérimentations qu'on fait. Les premiers résultats dans le livre blanc, dans la version 2 du livre blanc des jumeaux numériques de Jenny, on a déjà une version 1 qui est disponible sur le site web de Jenny. La version 2 devrait arriver cette année. Donc oui, c'est des choses qu'on regarde, qu'on discute. Tout n'est pas encore bien écrit, on est en train de finaliser ça. Mais je le redis, comme tout nouvel environnement,
une nouvelle machine-outil, un nouveau logiciel, etc. Mais il faut se l'approprier, quoi. Il faut se l'approprier. Et c'est clair, ça demande des efforts. Mais comme tout l'environnement d'apprentissage qu'on a pu avoir dans nos différents établissements. D'autres questions? Ici sur Expo, d'autres questions à distance? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Christian Kousker, je te laisse la parole, Christian. Moi, c'est pas une question, c'est juste une réponse à. Nous, on a évalué les gains en termes d'apprentissage sur un laboratoire de chimie. Donc nous, c'est Christian, le CNAM. C'est le CNAM. Avec le laboratoire de chimie, donc il y avait la vidéo tout à l'heure aussi un petit peu. Et globalement, tout dépend de comment est positionné. Ça, c'est une réflexion qu'un enseignant doit avoir. La séance immersive avant ou après la séance en réel. Au niveau du CNAM, on pense que la séance immersive ne va jamais remplacer la séance réelle. Et quand c'est fait avant le TP dans le labo, les profs gagnent en général de 20 à 40% de temps en plus dans la vraie séance. Parce que les étudiants font moins de bêtises, ils ont mieux les procédures en tête et il y a toute cette logique-là à anticiper. Et quand ça se passe après, ça marche aussi, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on gagne pas du temps sur le TP réel, mais ça marche en renforcement, c'est-à-dire que ils peuvent approfondir, tester d'autres paramétrages, faire plus d'erreurs après. Donc, il y a aussi un bénéfice. Voilà, c'était juste ce petit détail-là que je voulais dire à la personne qui avait posé cette question-là sur l'impact. Merci Christian. Je vois qu'il est 13 heures. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et je pense que la remarque de Christian complète bien ou finalise bien ce premier webinaire d'un vrai bénéfice qu'on peut en tirer, qu'on peut tirer des jumeaux numériques, à nous maintenant de se les approprier et de nous faire remonter ces retours d'expérience. Pour la phrase de conclusion, il y aura d'autres webinaires, donc n'hésitez pas à passer le mot à vos collègues, des enseignants, des étudiants, pour venir assister au prochain webinaire. Vous êtes aussi conviés, faites-nous signe pour venir tester les jumeaux numériques. Alors, soit sur nos campus, si vous êtes à proximité d'un campus CNAM, CESI ou ENSAM, soit, si vous me contactez, on peut venir aussi avec des petites valisettes et des petits PC pour venir faire des démonstrations sur vos sites. N'hésitez pas à nous solliciter. Alors, j'ai pas mis le contact de tous les porteurs de jumeaux numériques, de tous les partenaires. Je me suis permis de mettre mon contact ici, Lionel Roucoul, et celui de Sébastien Fernandez, qui est le chef de projet du projet de Jenny. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de venir vous présenter tout ça sur vos sites. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et j'espère que vous serez aussi nombreux au prochain. Bon après-midi. Bon après-midi.